perdu, un de retrouvé au programme de l'actualité de la semaine du FC Metz. Si Sadibou Sané fait parler de lui loin des terrains, un autre joueur de l'effectif a fait son grand retour à l'entraînement, Joël Assoro. Nouvelle émission et nouveau débat, avec un seul point pris après 5 journées, bien qu'en ouvrant le score, le FC Metz est-il trop tendre pour la Ligue 1 ? On en discute avec nos chroniqueurs du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Graouli Mag, nouvelle émission, nouveau débat, comme on l'a dit, l'occasion pour nous de retrouver un petit peu ce nouveau studio de cette nouvelle saison avec nos chroniqueurs du jour qui, on l'espère, n'auront pas la langue dans leur poche. Vous êtes également en direct sur Twitch, vous en avez l'habitude désormais. Petit tour de table ou tour de canapé avec, pour commencer, Bertrand Antoine. Bonjour. Comment vas-tu ? J'espère que tu es en forme aujourd'hui. Très bien. Ah, il va y avoir des arguments à sortir, j'espère que tu as préparé, que tu as fait tes devoirs. J'ai bien préparé. Vous êtes au courant depuis ce matin de quoi on parle. À tes côtés, Mathéo Philippe est avec nous. Bonjour, bonsoir tout le monde. Et enfin, pour terminer, Franck Signorino qui découvre ce format et qui, je l'espère, va l'adopter aussitôt qu'il va le découvrir. Ouais, ça change, c'est un nouveau format et ça fait plaisir d'être parmi vous pour en discuter. Allez, on va pouvoir commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec la première partie. C'est le journal de la Ligue 1. Et on a donc plusieurs informations cette semaine. On va commencer par la première. J'espère, messieurs, que vous aimez les chiffres parce que d'après MB Data, Sadibou Sané est mis à l'honneur. Il s'agit du défenseur de moins de 21 ans ayant réalisé le plus d'interceptions depuis le début de la saison dans le top 5 des championnats. C'est 29 interceptions en 3 matchs. Allez, 2,5 si vraiment on doit calculer à la minute près, ce qui le place devant Koulié Karis de Wolfsburg avec 23 interceptions et Jérémy Jacquet de Rennes avec 21 interceptions. Messieurs, il est sous contrat jusqu'en juin 2027, on le sait, c'est la future valeur marchande du club, hein, Franck. On n'est pas vraiment étonné de le voir peut-être à ce niveau-là et d'en l'entendre parler. Après 29 interceptions, ça veut dire deux choses. Soit il est très très bon, soit le FC Metz en casse beaucoup aussi. Ouais, non, mais je trouve qu'il vaut mieux voir l'aspect positif, c'est que c'est déjà c'est un très jeune joueur qui découvre la Ligue 1, même s'il avait pu l'entrevoir peut-être il y a 2 ans. Mais ça veut dire que il a une bonne lecture du jeu surtout. C'est-à-dire qu'il anticipe bien. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui lui coûte le carton rouge, parce qu'il avait anticipé et ça aurait pu être la 30e interception. Finalement, il a intercepté la cuisse. Non, mais hormis ça, c'est vrai que je trouve que c'est un joueur qui est en devenir, on le sait. C'est un capital pour la suite. C'est aussi un joueur qui progresse et qui fait valoir des qualités que l'effectif n'a pas. C'est de la vitesse, c'est de l'anticipation et aussi il est dur sur l'homme. Donc maintenant, ça va être la régularité, voire sur le long terme, sur au moins une saison. Mais je trouve que c'est révélateur. C'est vrai, Bertrand, qu'on a de la chance de voir que le club a pu batailler et le garder, hein, ce joueur-là. On voit déjà son importance en très peu de matchs sur ce début de saison. Et on voit aussi que peut-être il manque un petit peu depuis sa suspension. Il restera encore un match, hein, c'est le match de ce week-end. Il pourra revenir contre Marseille, vite qu'il revienne. C'est un bon élément, effectivement, qui a découvert le haut niveau récemment. Il n'y a pas si longtemps qu'il est au FC Metz et il a déjà montré de belles choses. Je rejoins ce que disait Franck, il y a un beau potentiel d'avenir, il y a des axes d'amélioration bien entendu, mais je pense qu'il est capable d'élever son curseur. Plus de maîtrise dans l'engagement, peut-être aussi avec l'expérience, effectivement, parce que ça rien ne remplace. On parle d'interception, mais les interceptions, il faut savoir les faire dans le bon temps, au bon moment. C'est une question de timing et ça, il n'y a que l'enchaînement des matchs, les correctifs qui peuvent être apportés aussi dans les feedbacks qu'il fait avec le staff ou dans les séances vidéo. Maintenant, la question que je me pose, moi, c'est comment il va être associé dans une défense dans l'axe à 2, à 3. Est-ce que la semaine dernière, ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment quand il sera de retour. L'embarras du choix, c'est bien, mais ensuite, il faut trouver la bonne formule. On sait son potentiel. Les autres joueurs, je pense, ont aussi leur mot à dire. Mais pour l'instant, effectivement, on prend trop de buts. Donc, c'est ça, c'est que justement, tu sais ce qu'a coûté son absence quelque part. Donc je pense que tu dois construire peut-être ton système défensif, et notamment dans l'axe, autour de lui, parce que même s'il a pris un rouge, parce que ça arrive, hein, c'est les aléas, comme tu dis, c'est l'expérience, mais je pense que tu dois trouver la complémentarité à lui, plutôt que lui compléter quelqu'un d'autre, parce que tu as cette statistique, tu as ce qu'il a démontré l'année dernière, et je pense que lui donner encore du temps de jeu
supplémentaire, c'est lui donner une taille patron. Et je pense que le Mignon devrait l'intégrer tout de suite et construire à ses côtés. C'est le patron de la défense. Pour le coup, la semaine dernière, quand on avait le débat, quand j'ai interrogé les supporters, le premier nom qu'ils mettent sur la feuille de match en défense, c'est Sadibou Sané, avec à droite Kwao, mais c'est lui le patron. Donc quand il était absent, on avait Bamin. Moi, je pense que justement, c'est peut-être la défense qui sera alignée quand il sera de retour, avec Bamin derrière. Il faudra voir le rôle de Yegbe. Mais c'est clair, quand il est là, avec l'impact qu'il a, la saison qu'il a fait la saison dernière, les quelques matchs où il était absent en Ligue 2, on a tout de suite vu la différence. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, parce que la Ligue 1, c'est forcément un niveau supérieur. Et normalement, il n'y a pas à se soucier de ses performances. Et il y a El Commando qui nous dit que Sadibou Sané a beaucoup progressé en peu de temps. C'est vrai qu'il avait appris aux côtés d'Ismaël Traoré, dont il avait presque pris le rôle à un moment donné, parce qu'Ismaël Traoré ne jouait plus trop en fin de saison dernière. Désormais, le staff lui a mis un nouveau joueur d'expérience à ses côtés, Gbama. C'est vrai que pour lui, pour progresser, c'est ce qu'il fallait de toute manière. On ne pouvait pas se baser sur une défense sans un joueur d'expérience, que ce soit de manière générale pour la Ligue, mais aussi justement pour l'apprentissage de Sadibou Sané, car tu sais qu'il a encore une belle marge de progression, Franck. Ouais, mais je rejoins ce que disait Bertrand. Il a besoin de sérénité. Son jeu, on voit qu'il est fougueux, ce qui lui a coûté ce carton rouge, parce que manque d'appréciation. Qui disait justement beaucoup d'excès d'engagement, ce qui donne des tacles dangereux et qui amènent parfois des rouges. Un petit peu comme à un moment donné Kouyaté. On voyait quand il partait, on s'est dit à un moment donné, c'est une chance sur deux, il attrape le ballon ou sinon il le découpe, et on avait peur de ses suspensions. C'est là-dessus qu'il doit justement travailler. Mais apporter un gars comme Gbama à côté, quelle expérience, hein. Il ne faut pas oublier qu'il a été formé à Lens, qu'il a été en Angleterre, qu'il a été... même l'année dernière à Nantes, il avait été pris pour son expérience au départ, finalement il n'a pas joué. Pourquoi? Et qui en plus répond présent au-delà de son expérience par son niveau. Et par son niveau. Et puis dans une défense à 3, je dirais que tu as le gaucher Yegbe qui vient d'arriver, et ça laisse le temps à celui-ci qui est anglophone de s'intégrer et de pouvoir prendre ses marques également. Donc de toute façon, tu ne peux pas faire une saison avec simplement 2 défenseurs centraux, il t'en faut au moins 3. Pour moi, donc dans ce système à 5 ou à 3 derrière centraux, ça peut être très complémentaire, et à 2 après ça sera au coach de faire ses choix. Il faudra voir au cours de la saison s'il y a aussi peut-être une nouveauté pour lui, c'est peut-être être appelé en sélection aussi, parce qu'on sait qu'il y a la CAN bientôt. Est-ce qu'il a l'étoffe d'être en sélection? Je pense. Il faudra voir, forcément, c'est plein de nouveautés à chaque fois, les voyages en Afrique, etc. Donc, mais aussi à notre niveau de jeu. C'est le pendant, on va dire, si on doit mettre ça sur la balance. Un joueur dont on attend le retour, hein, évidemment. Il y en a un qui a fait son retour, peut-être un petit peu à la surprise générale à l'entraînement cette semaine. C'est Joël Assoro qui a été annoncé sur le départ tout au long de l'été, même au-delà du marché des transferts français qui a fermé ses portes le 1er septembre dernier, on le rappelle. Pour le moment, il est toujours sous contrat avec le club. Bertrand, il fait son retour. On peut regarder les stats. Malheureusement, ce ne sont pas des stats de quelqu'un qui a connu une histoire tranquille, on va dire, du côté du FC Metz. 44 matchs, 5 buts, 4 passes décisives depuis son arrivée. Mais au-delà de ça, c'est 1370 minutes. Sur les 3940 que représentent ces 44 matchs, c'est seulement 35% du temps de jeu environ. C'est donc pas un titulaire indiscutable. On est obligé de se poser la question, quand on connaît la profondeur de banc du FC Metz, est-ce qu'il faut se compter sur Joël Assoro, au moins sur cette première partie de saison, en attendant le prochain mercato? Je pense que le FC Metz, en tout cas le board, voulait s'en séparer. Ça, c'est même une certitude. Ça a été assumé. On lui cherchait une porte de sortie. Voilà. Ça devait être encore le cas là ce mois-ci, mais doucement mais sûrement, tous les mercatos ont fermé leurs portes là. Donc, à partir de ce moment-là, il ne faut pas oublier que les clubs s'engagent. Parce que du coup, même si c'est peut-être un héritage avec l'autre board, justement, qui était composé d'un autre directeur sportif, d'un autre coach, il faut l'assumer. Et quand on a des éléments, à un moment donné, quand on est coach, on essaie de tirer le meilleur d'eux. On l'a vu encore dans les échanges que pouvait avoir Luis Enrique avec Ousmane Dembélé. Là, tout le monde voit, on va dire, leur relation. Le 15 décembre dernier, c'était pas du tout les mêmes relations. Donc, je reviens à Assoro. C'est pas le même niveau. Hein. Non, on est d'accord. Je vois pas un ballon d'or aussi futur. Mais bon, au-delà de ça, effectivement, je pense que le coach, il a tout intérêt à le mettre dans les bonnes dispositions, déjà en l'intégrant à l'entraînement. Je parle pas en match et en compétition, mais déjà à l'entraînement, parce que s'entraîner à l'écart du groupe,
pour moi, c'est pas comme ça. Enfin, ça fait aussi un sacré débat avec le club de Versailles. Et surtout, c'est interdit. Hein. Oui. La convention collective oblige les joueurs professionnels à s'entraîner avec les professionnels. Ce qui est normal. Ce qui est logique parce que tu es dans un cadre de travail. C'est comme si tu es un employé, un salarié, tu lui mets, non, tu travailles plus pour nous, on te met dans une cave ou dans un placard. Donc, autant l'avoir à l'entraînement, autant le faire travailler avec le groupe. Et puis en espérant que lui, parce que ça c'est toujours une rencontre en fait. C'est le club avec le coach, avec le board, mais c'est le joueur aussi qui doit avoir envie. C'est là où il y a plus d'interrogations. En tout cas, bon, moi je le connais pas personnellement, donc je sais pas dans quelle disposition il est. Mais le FC Metz aura besoin de toutes les armes. On le voit bien, que ce soit sur le plan offensif ou dans différents domaines. Donc, en espérant... on reste quand même sur un pari d'un énième relancement, parce que c'est pas le premier pour lui. Il y avait eu ses débuts en Ligue 1 où il avait disparu de la circulation sous Bologna. La saison en Ligue 2 où finalement il avait fait quelques apparitions et les buts qu'il avait mis, c'est les buts du 3-1 ou du 4-1 donc en fin de rencontre. Il a redisparu des radars pour finalement être encore de retour. Le FC Metz a quand même encore pas mal de chantier à traiter cette saison en Ligue 1. Est-ce qu'il peut... À partir du moment, comme l'a dit Bertrand, à partir du moment où il fait partie de l'effectif, tu as 29 ou 30 joueurs pros pour 11 places titulaires et 20 sur le banc. Moi, je crois. Non, 29, 30. 29, ouais, j'ai la liste. C'est bien placé, je te fais confiance. Je ne demande pas les chiffres. Et ce que je veux dire, c'est que forcément, t'en as qui ne vont pas jouer, t'en as qui sont en rupture de banc, t'en as d'autres qui même ne joueront pas de la saison. Voilà. Après, ce joueur-là, de mémoire, lorsqu'il est venu devant la presse, il a toujours eu le sourire, il a toujours eu l'état d'esprit. Donc, je doute que il ait le masque à l'entraînement. Donc, je pense que s'il a été réintégré, c'est qu'il est aussi dans l'esprit. Il va être dans le moule. Et puis, j'allais dire, on parlait de profondeur de banc que le FC Metz n'avait pas forcément. Est-ce que lui est inférieur au banc que tu as actuellement? C'est justement ce qu'on lit là. Donc, il dit que son pré-match, quand il est arrivé, c'était contre Reims il y a 2 ans. En Ligue 1, il est arrivé, il a fait une passe décisive directement. C'est vrai qu'on attend de voir son vrai niveau aussi à Joël Assoro. On a vu des miettes. C'est vrai qu'on a vu des miettes où on s'est dit, OK, il y a quelque chose à faire avec ce joueur. Peut-être que c'est aussi le moment de le montrer. Il est là maintenant et c'est important pour le groupe parce que c'est pas un mauvais gars et puis comme tu l'as dit, on le voyait souvent avec le sourire, etc. On sait que c'est un gars qui quand même se donne à fond. Il n'a jamais eu de problème avec lui. Maintenant, je pense pas qu'il sera aligné ou peut-être sur la feuille de match, mais ça m'étonnerait qu'il rentre. Mais si à l'avenir, on sait pas, ça se trouve, il peut y avoir des blessures, etc. Il peut toujours apporter sa pierre à l'édifice. Surtout qu'à droite aujourd'hui, tu as Tsitaishvili, mais est-ce que tu en remplaçant légitime, tu peux le faire jouer aussi en pointe. Donc tu sais pas en fait. On se posait d'ailleurs la question l'année dernière. Il peut jouer à tous les postes de l'attaque. Il me semble, c'est comme ça qu'il avait été présenté. Moi, ce qui me posait un petit peu souci quand je l'avais pu l'observer, même contre Reims, c'est que j'avais vu un potentiel puissance-vitesse qu'il n'utilisait pas, qu'il n'exploitait pas. Donc c'est dommage, mais à partir du moment, comme je le répète, l'année dernière, il est rentré dans des matchs. Tu dis, il a marqué quand même 2-3 buts, quelques passes décisives. Ça traduit quand même son envie et son inclusion dans le groupe. Au cours de l'année dernière, à un moment, surtout quand tu vois les célébrations, quand tu vois les célébrations, tu sens que c'est un peu libérateur. Bien sûr. Au cours de l'année dernière, à un moment, il y a une période, c'était l'un des remplaçants qui marquait le plus. On en avait parlé justement. Bon, souvent, c'était le 3e, 4e but, ça arrivait. Mais il marquait, c'était contre Dunkerque. Il a marqué contre Dunkerque, le but du 2-0 ici. Il a marqué contre Annecy aussi, si je ne me trompe pas, lors d'une large victoire ici. Donc oui, c'est des buts qui existent. Maintenant, on attend de voir. Alors certes, tu peux peut-être douter par rapport à son parcours au FC Metz, il t'apporte une plus-value concrète pour aider le club à remporter des matchs titulaires, etc. Par contre, il peut participer, il peut faire partie d'un remplacement au départ. Et puis après, il faut voir. De toute façon, je pense qu'il n'a rien de moins que d'autres joueurs dans cet effectif. Non, c'est sûr. Après, ça, pour moi, il y a une répercussion sur ce que tu vas faire et comment tu gères la jeunesse. Et la jeunesse, c'est Brian Maggio, c'est Morgan Bokele, qui est un petit peu plus âgé que Brian, mais pas tant que ça. Et surtout, c'est un petit peu plus âgé que Brian. À partir du moment où tu as 16 ans, forcément. 17. Mais moi, ça me pose des questions. Parce que le jeune joueur, il a besoin de jouer. Il a besoin de jouer pour avancer, pour progresser. Ça fait 2 matchs, là, Brian Maggio, il rentre pas. Donc, dans cette gestion où vous rajoutez alors,
la profondeur de banc, je partage, Franck. Maintenant, comment tu gères justement cet équilibre, cette progression et puis Alors moi, à l'inverse, concernant Bryan Maggio, je dis pas, il a fait des prestations honnêtes, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que moi, en tant que FC Metz, mettre un joueur d'entrée comme ça, avec l'exigence de la Ligue 1, à 16 ans, qui n'a pas connu la N3 l'année dernière, parce que trop jeune, pas possibilité de le surclasser, c'est pas aussi le brûler, tu vois, et de devoir le mettre trop tôt. Mais tout à fait. Sans doute peut-être obligé au vu t'es obligé de l'effectif. Mais du coup, est-ce que tu peux pas gérer un petit peu justement ce genre de choses? Parce qu'en plus avec Maggio, bon, c'est pas le même profil quand même. Hein, bien entendu, on est bien d'accord. Il y a des centimètres de moins. Moi, quand ça me questionne, c'est pas par rapport à la position du FC Metz, c'est plus aussi par rapport à cette jeunesse. On sait que les jeunes, ils sont de plus en plus impatients. Donc, comment il vit ça? Il a été il peut quand même être patient, je pense, c'est un minimum. Mais ça, Maggio. Mais ça, Mathéo, alors là, je t'invite, viens avec moi dans un vestiaire. Je sais. Et va voir les je pense que jeunes. justement, c'est aux dirigeants aussi de le calmer, parce que certes, à 16 ans, il a montré de belles choses, mais physiquement, il se fait quand même, même s'il est imposant, il se fait quand même encore battre dans les duels sur les quelques matchs qu'il a joués, par exemple. Tu peux tenir un discours, oui, le discours parfait. Attends, t'es jeune, t'apprends, blablabla, blablabla. Ah, mais lui, il veut jouer. Et lui, il a joué tout de suite. Donc, quelque part. Le bon exemple qu'on voit grand joueur en ce moment, tu vois, c'est Yamal. Et ce qu'il a commencé à faire à 16 ans et demi, 17 ans. Ouais, alors là. Mais oui, bien sûr qu'on parle. Là, t'es pas. Même quand on prend des comparaisons, vraiment, mais on remarque là, quoi. Que c'est débat à la fin pour ça. Non, mais on peut comparer avec l'âge. Bien sûr qu'il y a des joueurs, forcément, ils sont incroyables par leur âge. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est assez fou. Mais dans le profil de Maggio, en plus, un peu comme Giroud, etc., il est imposant, mais c'est quand même s'il a bien joué, s'est fait bouffer dans les duels. Je pense que c'est une question, comme tu dis, de gestion et de communication. C'est que tu as mis Bryan au départ. Parce que tu étais dans l'obligation. Habib est arrivé au dernier moment, n'était pas encore arrivé au dernier moment. Ça fait partie aussi du cursus, toi. Bien sûr. Et de la concurrence, alors peut-être de la frustration. Et c'est là où tu vois les joueurs sont forts dans la tête, etc. Très formateur pour lui, effectivement. Oui. Mais justement, parce que tu vois, je trouvais un bon équilibre. Vincent Thiel, que j'ai eu à mon époque, 16 ans. Un peu dans les mêmes dispositions, 4 millions qu'on proposait le Bayern Munich, on le conserve, on l'intègre dans le vestiaire, sauf que lui, il n'avait pas cette maturité physique, loin de là. Non. Et le problème, alors techniquement, il n'y avait rien à dire, mais il s'est fait broyer. Et au final, c'est même son frère qui fait une meilleure carrière. En sélection, c'est son frère. Et tu vois, c'est de pas... ce qui est dur, c'est de faire comprendre aux joueurs que déjà, c'est exceptionnel, tu as des qualités exceptionnelles, c'est exceptionnel que tu sois avec nous à 16 ans, dans une dynamique qui n'est pas forcément favorable pour lancer des jeunes. C'est toujours plus facile de faire rentrer des jeunes en cours d'un match lorsque ça se passe bien, lorsque tu n'as pas la pression du résultat ou que la pression est moins grande, etc. Enfin, moi, je l'ai vécu vu dans ta carrière justement des joueurs un peu jeunes comme ça qui ont pu, entre guillemets, brûler les étapes, ou justement tu les as vus arriver très tôt? En fait, il y a récemment, c'est Ludo Bragnac qui en a parlé dans une interview, c'est que au départ, on les faisait patienter, ils rentraient des bouts de match, etc. C'est Brenois. À un moment donné, était tellement au dos au mur, mais c'était dans une situation à 10-15 matchs à 10 matchs de la fin. Il a dit, bon, les jeunes, je vous donne carte blanche. De toute façon, j'ai essayé tout ce que je pouvais avant. Je vous ai fait participer. Maintenant, à vous de jouer. Et eux, ils ont pris les... Est-ce qu'au cours, par exemple, de la saison, avec les entraînements, etc., ils étaient patients, tu vois, ils se disaient peut-être, je veux jouer, je veux montrer ce que j'ai. Oui, mais est-ce qu'ils le prouvaient aussi? Tu les maintiens, c'est-à-dire que tu les maintiens en leur donnant un petit peu. Après, ce qu'il faut faire comprendre, c'est que des fois, il faut savoir redescendre un match. Ce qui n'est pas formateur du tout pour un joueur comme Maggio qui a 16 ans, c'est de le prendre à tous les matchs, de le mettre sur le banc sans qu'il y ait de temps de jeu. Oui, du tout. Je pense qu'il doit y avoir une réflexion là-dessus, auprès du staff. Puis vous en faites pas, l'environnement du joueur aussi. Oui, bien sûr. Tu sais, regarde qui rentre contre Monaco, c'est Sabaly aussi. Enfin, qui joue, tu vois. Il n'a pas privilégié Maggio. C'est aussi, je pense que pour ça que. Il y a des différences. Après, encore une fois, là, tu compares deux profils complètement différents. Quand même. Ah ouais, parce que l'association. Mais il a quand même fait rentrer l'attaquant. L'association Habib Sabaly. Je suis d'accord, je suis le premier à dire elle est quand même plus supplémentaire que mettre deux temps. Enfin, je pense. Ça, je suis d'accord.
le but c'est Sabaly pour Diallo, donc je suis d'accord. Bertrand, tu parlais de réflexion tout à l'heure, je vois que vous avez des idées plein la tête. Je vous propose de passer au cœur de notre émission, c'est l'heure du débat. Et oui, parce que la piste de réflexion pour l'FCMS, c'est de savoir qui aligne sur le terrain avec qui pour créer une dynamique. Mais moi, j'ai une question à vous poser, messieurs, quand on voit ce début de championnat. 1 point en 5 journées, 5 buts marqués, 13 buts encaissés malgré une volonté de jouer. Est-ce que le FCMS est trop tendre pour cette Ligue 1 ? Qui commence ? Tu commences, je commence. Moi, je vous donne le bâton. En tant que défenseur, vous êtes des grands garçons. Je pense que ta lame. Moi, j'ai été un petit peu surpris par les statistiques de l'après Monaco, où j'ai vu que le FCMS n'avait fait que 6 fautes. Alors, non pas qu'il faut obligatoirement montrer son impact par des fautes et des choses illicites, mais c'est vrai que tu es à l'extérieur, tu es face à Monaco. Monaco en a fait 15, toi, tu en fais 6. Je ne sais pas si tu n'as pas eu de carton. Tu n'as pas de carton, on peut en parler d'ailleurs de ces cartons. Ça fait 2 matchs que tu prends aucun carton. Ouais, c'est bien parce que peut-être tu fais des fautes propres. Ou c'est pas bien parce que t'en fais que 6 dans un match. Ouais, ça veut dire que contre Monaco, on avait la possession. Donc forcément, quand tu as la possession, tu fais aussi moins de fautes. Ouais, 54-46. Sur la deuxième partie, voilà. Mais quand tu vas à la première mi-temps. Mais justement, la deuxième partie, quand tu l'as moins, tu dois quand même faire des fautes intelligentes. Tu dois casser le jeu. Et là, quand tu dis trop tendre, oui, il y a une expérience à prendre et à vite prendre dans cette équipe parce que hormis Stambouli qui a du vécu en Ligue 1. T'en as pas beaucoup. T'as Gauthier, il a peut-être fait une saison. Ouais, il jouait pas. Et encore, il jouait pas beaucoup. T'as Jessie Demagué qui jouait pas à Strasbourg. Il jouait un peu avec Metz. Quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on prend trop de buts. Ça, c'est une certitude. Mais c'est en lien. Quand on parle de tendresse, pas dans les relations, mais pour moi, une équipe qui performe, elle doit gagner les duels. Donc que ce soit les duels offensifs, mais là on parle plus des duels défensifs. Donc effectivement dans l'engagement, moi depuis le début de saison, je parle beaucoup d'équilibre en fait. Oui. Et je trouve que c'est là où pour l'instant le coach disait qu'il fallait élever encore le curseur dans les deux domaines, dans l'anime off et l'anime def. Moi je trouve qu'il faut peut-être tempérer un petit peu les deux parce que effectivement, on reste dans un projet où on a la balle, où on essaie de jouer, et c'est plutôt intéressant dans le contenu. Sauf et contrairement à ce qu'on pense, c'est que tu n'es jamais autant en danger que quand tu as le ballon sur tes propres pertes de balles, parce que c'est sur des transitions que tu as tendance à prendre des buts. C'est ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais. Mais pour moi, trouver le bon équilibre, en fait, avec peut-être des marquages préventifs, en étant peut-être un peu plus à l'équilibre. Des garde-fous, exactement. Et puis dans des zones... Moi, j'avais bien aimé la première mi-temps d'Angers dans ce domaine-là, parce que j'avais trouvé, on en avait parlé avec Emeric, j'avais trouvé que dès qu'on perdait le ballon, on étouffait, on avançait en défendant, on était proche. Oui, tout de suite, on était... Exactement, et on récupérait le ballon et ça repartait. C'est ce qui t'a permis d'ailleurs d'ouvrir le score sur ce match. Ce qui nous donne une autre statistique, c'est que là, le FCMS, ça fait 3 rencontres qu'ils ouvrent le score, que ce soit contre le Paris FC, que ce soit contre Angers ou encore contre Monaco. Mais ça fait 3 fois que tu te fais rejoindre et que tu perds évidemment des points. D'ailleurs, en parlant de perdre des points, on peut regarder malheureusement le FCMS. Alors ce serait bien de pouvoir arrêter les matchs avant la 90e parce qu'on se rend compte que le FCMS encaisse beaucoup de buts en fin de match. Et on le voit, s'il fallait arrêter les matchs à la 80e minute, le FCMS aurait 5 points aujourd'hui. C'est 4 de plus. Avec notamment ces buts encaissés en toute fin de match contre Monaco par exemple ou aussi contre Angers. Il y a une question de mentalité, on l'a dit, c'est peut-être un de ces problèmes de cette équipe-là, c'est que quand on dit trop tendre, c'est après une égalisation ou après s'être fait rejoindre en étant un peu inquiété. Ça chute un petit peu. Moi, je pense que c'est une question de confiance. Et je vais prendre l'exemple de Bastia en Ligue 2. Ouais. Bastia est à la peine. Il menait 2-0. 75e minute. Alors, Benoît Tavenot, il parlait aussi de problèmes physiques avec des joueurs qui jouaient tôt et peut-être trop tôt pour lui. Je pense qu'aussi d'un point de vue confiance, quand on recherche les premiers points, quand on recherche un peu de stabilité, forcément à la fin de match, il y a la fatigue physique, mais il y a la fatigue mentale. Et alors, certes, là, on n'est pas dans la fameuse peur de gagner. Ouais, exactement. C'est trouver.
encore une fois, pour moi, c'est une question d'équilibre et la confiance, là, pour l'instant, elle n'est pas au rendez-vous. Donc, elle fait que pour la fin de match, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Par contre, ce que tu peux faire aussi comme conclusion, c'est qu'à partir du moment où tu marques 2 buts à l'extérieur, au Paris FC, à Monaco, quand je dis minimum, c'est le minimum des minimums, c'est 1 point. Parce que la difficulté de marquer déjà à l'extérieur, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'il y a l'aspect psychologique, l'aspect appréhension de match, en plus dans des tu vas subir un peu plus que tu n'es pas chez toi, l'environnement, tu n'as pas tes repères. Et quoi qu'il arrive, c'est ça. À partir du moment où tu marques 2 buts à l'extérieur, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ne va pas prendre. Là, tu en prends 3 à Lyon, 3 à Paris, 3 à Monaco. Je pense que l'état d'esprit, maintenant que tu te déplaces, encore plus chez des cadors, alors je ne te dis pas d'y aller jouer petit bras, mais d'y aller avec des sécurités et te dire que si j'ai le bonheur de marquer, et cette équipe a les moyens de le faire, il faut mettre les moyens pour ne pas prendre de but. Et est-ce que tu dirais pas, par exemple, si tu es à la place de Lumignan, tu rentrerais pas justement alors des joueurs peut-être au profil plus défensif pour conserver le score? En fait, le problème que tu as, c'est que sur ces derniers matchs, les profils défensifs, tu les as pas. Et tous tes joueurs qui te manquent. Sur le banc au dernier match, t'as qui en profil défensif? Il te reste Alpha Touré qui n'est pas vraiment un défenseur. Milieu défensif. Non, mais surtout, c'est renoncer à ta philosophie que tu travailles depuis 2 ans. C'est-à-dire de renoncer quelque part à renoncer à ta possession de balle, qui est censée être ton point fort. Et je pense pas qu'il faut renoncer, tu as raison. Mais il faut trouver l'équilibre. Tout à fait. Mais je veux dire, c'est que si tu fais rentrer que des profils défensifs, je suis pas sûr que cette équipe elle sache subir. Moi ça me va parce que moi ne saura pas subir. On a tellement subi de situations alors qu'on était défensif. Gérer cette possession de balle. Tu sais bien la faire. Mais arrête de t'exposer, arrête de donner le bâton pour te faire battre. Parce que c'est juste ça. Quand tu vois la perte de balle contre le Paris FC, quand tu vois contre Monaco, c'est qu'à un moment donné, tu joues dans des endroits du terrain où tu devrais peut-être pas, où tu devrais moins le faire. Mais les pieds qui tremblent aussi par situation, on a l'impression. Sans renier en fait le projet de jeu qu'a Stéphane Lemignan, peut-être un jeu en tout cas avec un peu plus de verticalité. À titre personnel, à petit niveau bien entendu, je l'ai rencontré. Mes années à l'APM, j'avais une équipe qui était très forte dans la possession, surtout la deuxième année. Et ce qu'on a essayé d'amener sur la troisième, c'est justement un jeu parfois un peu plus direct. En tout cas, moi, c'est une piste de réflexion que j'aurais si j'étais à la place du coach, en me disant qu'à des moments du match, ou sur des zones, peut-être être un peu plus c'est comme ça que tu marques en plus. Non, mais tu prêches un convaincu. Parce que tu ne peux pas faire toute ta philosophie que sur de la possession. Parce que même le Barça de l'époque, la verticalité, il l'avait. À un moment donné, c'était de la possession, mais Messi, il allait à 2000, il prenait la profondeur. Donc, Luis Enrique, il le fait également avec des joueurs de Dembélé. Non, mais je veux dire, c'est vrai. On dit le jeu de possession de Barcelone. Non, il n'y a pas que ça. À un moment donné, il y avait de la verticalité avec des joueurs qui allaient vite sur les côtés, qui transperçaient les lignes, des passes qui transpercent les lignes. Sur des compilations suffisamment l'année dernière, j'ai dit, moi, ce jeu-là, le problème, c'est qu'il est trop horizontal et que du coup, c'est sur ces passes latérales et horizontales que tu es en danger parce que sur une interception, tu te fais transpercer. C'est ce qui se passe en Ligue 1. Le sentiment où il tourne en rond, il un peu comme du handball. Cette situation. Et il te manquait cette variation. Et c'est là où alors un autre joueur qui était trop soft, on va dire, en Ligue 1, mais pourtant ça doit être le patron. Mais alors Götze, tu vois, peut-être qu'il doit emporter un peu plus son équipe vers l'avant par des passes, par des situations qui permet d'avoir justement des occasions de but. Peut-être qu'il est trop soft encore. Alors, ses premiers matchs, en tout cas, j'ai l'impression. J'ai pas le même avis, Mathéo, par rapport au fait que là, tu parles du porteur de balle. Et pour moi, il faut regarder le non-porteur de balle. Le non-porteur de balle, s'il ne fait pas les appels dans la verticalité, tu ne vas pas pouvoir trouver ce jeu. Ce déplacement entre les lignes, je suis d'accord, parce que du coup, c'est une association en fait, forcément, entre le joueur qui voit et celui qui propose. Exactement. Et c'est là que pour moi, tu as un profil comme Van de Kerkhoff. On peut dire ce qu'on veut, il perdait le ballon, peut-être que des fois il était agaçant, mais il t'apportait cette verticalité. À un moment donné, en étant bien encadré, il pouvait t'apporter cette variation dans ton jeu. Bokele,
là. Exactement. Donc on verra par la suite. Toi, c'est pas renoncer à un système, mais à certains postes apporter une plus-value. Je pense que le coach et le staff, ils doivent travailler là-dessus. Bien sûr. Dans la réflexion. Quand les résultats, et il le dit souvent le coach, ok le contenu, mais là ils vont être jugés sur les résultats, sur les points obtenus. Et je pense qu'ils doivent réfléchir et essayer d'amener ces éléments de réponse. D'autant que là, pour le moment, sur les résultats obtenus, on l'a dit, c'est 1 point en 5 journées. On peut regarder l'historique des résultats sur les dernières saisons en Ligue 1. Quand tu commences avec un tel retard, c'est pas souvent synonyme de bonnes nouvelles pour la fin de saison. Même il y a 2 ans, alors que tu avais 7 points de plus, par exemple, en jouant beaucoup moins en ballon, certes, mais tu finissais avec 4 points en 2020-2021 ou encore 2019-2020. Lors de la saison 2017-2018, tu avais 0 points. Et ça nous permet peut-être d'entrer dans la deuxième partie de ce débat. Évidemment, malheureusement, dans des résultats comme ça, le premier qui est pointé du doigt, c'est l'entraîneur. Quelle est la part de Stéphane Le Millan dans tout ça? On l'a dit, son jeu, il donne envie. Son jeu, il permet quand même de regarder des matchs de manière assez attrayante. Mais pour le moment, il n'y a pas assez de résultats. Donc il y a des pistes de réflexion, ça c'est une bonne nouvelle pour lui, qui apprend quand même aussi un petit peu, on l'a dit, la verticalité, le choix des joueurs qu'il pourra mettre en place avec peut-être un peu plus de choix. Mais est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il est, si vraiment il faut grossir le trait, qu'il est un peu fautif dans tout ça? Ou pas? Le coach, il est toujours... Et moi, je ne vais pas parler de Stéphane Le Millan, je vais parler du coach. Le coach, c'est lui qui fait les choix. Le coach avec un grand C, c'est de manière générale. Exactement. C'est lui qui fait les choix. C'est lui qui choisit le système, c'est lui qui choisit le projet de jeu, c'est lui qui choisit de mettre tel ou tel joueur, en association, bien entendu, avec d'autres personnes, peut-être dans des clubs où il y a des gens plus ou moins, je dirais, omniprésents. Je parle des grosses structures, mais en même temps, c'est toujours plus simple, effectivement, d'amener la critique sur une personne. Mais il y a aussi les joueurs qui sont en association, pour moi, où on ne doit pas non plus occulter que c'est eux qui sont sur le terrain. Donc ils ont un rôle aussi. Les principaux acteurs. Et donc il faut trouver encore. Je m'excuse, je me répète, d'équilibre. C'est encore une question d'équilibre. Voilà, donc pour moi, quand on fait confiance à un coach, au-delà de gros problèmes de comportement, d'attitude, de friction, de tension, où là on peut effectivement voir les choses différemment, il faut aller au bout des choses. Et aller au bout des choses, maintenant, c'est quand? Non mais écoute, je suis d'accord, on a tellement, entre guillemets, souffert du jeu qu'on a pu produire ces dernières saisons en Ligue 1, le contexte parfois pesant, quand on a pu voir ces dernières saisons avec Laszlo Bologna ou Fred Antonetti, quand tu as enfin un coach, entre guillemets, posé, qui t'amène une cohésion dans le groupe, on a vu les joueurs qui le soutiennent. Bon, il y a eu l'actu qui disait l'inverse, mais les joueurs, en tout cas, en conf, Kouao qui a dit qu'il était derrière le coach, le groupe était derrière lui. Michel Mboula, quand on l'a eu en invité, pareil. Je pense qu'à un moment, il faut aussi faire confiance parce qu'au-delà de ça, il y a du jeu. Une saison, c'est long. Forcément, c'est sûr que ça fera mal si, encore une fois, on perd des points contre Le Havre, un concurrent direct. Mais voilà, à un moment donné, il faut faire confiance aussi à ce qu'il met en place. Ce qu'il ne faut pas occulter, c'est que ce coach-là, alors même si c'est un technicien, il découvre aussi la Ligue 1, il apprend également avec la pression, les nouveaux joueurs, etc. La gestion, c'est pas du tout le même climat. En plus, je dirais qu'il repart avec un effectif au départ, parce que je pars du principe que les recrues sont arrivées quand même assez tardivement, que ce soit Yegbe, que ce soit Diallo, d'un point de vue physique, d'un point de vue intégration, etc. Ouais. Des joueurs comme les Géorgiens, où c'est plutôt anglophone aussi, donc il faut un temps d'adaptation. Je dirais que il faut déjà laisser le temps. Ensuite, tu as instauré l'année dernière une philosophie de jeu, une façon de faire. Ça veut dire renoncer. En plus, économiquement, et là je ne vais pas être factuel, alors même si peut-être il n'a pas le salaire d'un Bologna ou d'un Antonetti, ça veut dire économiquement, il faut payer un licenciement et aller en chercher un qui va certainement coûter beaucoup plus cher. Donc tu as tous ces paramètres-là qui fait que, écoute, tu fais avec le coach, il a à sa disposition un effectif qui a perdu son capitaine. Donc ça aussi, je pense que ça a joué dans
la gestion d'un groupe, hein, parce que franchement, tant dans le vestiaire que sur le terrain, Mathieu Hudol, on peut dire ce qu'on veut, c'était le patron. Et Ismaël Traoré et Okidja. Ismaël Traoré, ça demande peut-être, on l'a dit, une pression supplémentaire pour en revenir à Gauthier. Le brassard, c'est pas juste un brassard, quoi. Même si ça pouvait être quelqu'un qui pouvait paraître dans le vestiaire, aujourd'hui, t'es dans l'obligation d'en attendre un petit peu plus, peut-être. Je sais pas. En fait, le brassard n'est une pression que pour celui qui l'apporte. J'ai envie de te dire, et celui qui lui apporte de l'importance. C'est que, est-ce que Gauthier a attendu d'avoir le brassard pour porter sa responsabilité tant au niveau technique qu'au niveau cadre du vestiaire? Je pense pas. Donc après, ça, c'est l'extérieur qui fait que on dit le brassard, il est peut-être trop lourd pour lui. Non. Moi, je pense pas. C'est un bout de tissu. Alors oui, le brassard, c'est une fierté parce que tu es issu de la région. C'est symbolique. Tu es le premier relais avec l'arbitre, les référés, tout ce qui est protocolaire. Mais après, en termes de jeu, tu l'oublies très vite, le brassard. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Non, oui, puis en plus, pour bien connaître Gauthier, il n'a pas besoin de ça pour amener une motivation, un engagement. C'est quelqu'un d'investi, c'est quelqu'un qui est attentif aux autres, qui montre beaucoup d'envie, il l'a montré l'année dernière. Non, là-dessus, il faut juste... Tu as dit quelque chose pour moi qui est vraiment important, Franck, sur le fait que le coach, il n'a pas eu tout son effectif jusqu'à présent pour bien préparer. Pour X raisons, et forcément le mercato a été particulier, a été très tardif, et donc il faut du temps. Mais le problème et tu sais très bien parce que tu as joué à ce niveau-là, pas forcément. Non, on l'a pas. Et c'est cet équilibre. Ce sera le mot du jour. Hein, ouais, pour moi, oui, effectivement, user de tout, n'abuser de rien. Voilà, c'est des choses qui sont importantes parce que on est dans un milieu où on veut tout de suite, trop vite, et surtout où on met très vite les gens très haut et on les met très vite très bas. Et il faut, je pense, être plus mesuré. On voit qu'il y a des pistes d'amélioration pour le Mignon. Je vois dans le chat et les supporters qui sont avec nous, là, beaucoup parlent peut-être dans la piste d'amélioration, des changements du FC Metz. On peut revenir aussi là-dessus en statistiques. C'est en moyenne 4 changements par match, alors 4,2 si vous voulez qu'on soit plus précis. Mais alors je vous laisse deviner qui se coupera en 0,2 pour rentrer au prochain match. Mais en moyenne, c'est à la 74e minute qu'un joueur du FC Metz entre en jeu, sachant que dans cette statistique-là, on prend en compte le changement de Michel Mboula contre Lyon qui est intervenu en première période. C'est-à-dire que la moyenne, tu peux encore l'élever un tout petit peu. Peut-être des changements un peu trop tardifs ou pas. Alors on sait que quand une équipe fonctionne bien, on l'a vu, hein, ça a du mal en fin de match, mais les 80 premières minutes, le FC Metz fonctionne plutôt bien. Le manque de profondeur peut-être aussi, mais est-ce que l'axe d'amélioration, il n'est pas là aussi? Le joueur qui rentre trop tard, peut-être a du mal à rentrer dedans alors qu'il reste 5 minutes, et c'est là où souvent on avait pris les buts, dont dernièrement à Monaco. En fait, les changements, ça dépend aussi des matchs, des rencontres. Certaines fois, tu privilégies un changement tardif parce que ton équilibre est bien, notamment sur le plan défensif. Et à des moments, tu as envie d'apporter des changements et d'avoir un peu de nouveauté. On parlait souvent, moi j'aurais bien aimé plus Bokele qui rentre plus tôt pour apporter de la percussion. Ça dépend. Moi, je trouve que c'est un faux débat. Les changements, je veux dire, là, tu es en train de dire que finalement, il faut les mettre avant. Mais au final, vu que tu les as mis le plus tard possible et que tu as pris les buts après, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été efficaces. On est d'accord. Donc, ça veut dire, moi, je suis partisan quand même. Déjà, il y a eu le changement de règles avec le droit à 5 changements. Ouais. Avant, avec 3, tu t'en sortais très bien. Je veux dire, les joueurs, ça aussi les joueurs qui sont sur le terrain à se surpasser, aller au bout d'eux-mêmes. Et je pense qu'il y a des joueurs ces joueurs-là sont capables de tenir plus longtemps, d'avoir cette capacité physique, etc. Sans attendre. On n'est pas obligé de les utiliser. Ces 5 changements ont été instaurés après le Covid. Parce que, oui, avec la multiplication des matchs en Coupe d'Europe, avec le Covid, etc. Mais je veux dire, des clubs comme le FC Metz, tu as des joueurs, ils doivent être capables de tenir 90 minutes. Alors, ça doit apporter un plus pour un changement tactique, pour un changement, on va dire, blessure, etc. Mais tu n'es pas obligé de les faire, ces changements. À partir du moment où ça marche,
bah, tu peux en faire. Hein, Les 5 changements, ça avantage surtout les gros clubs, pour le coup, qui peuvent te faire rentrer les gros joueurs. Qui ont l'équivalent sur le banc. Ouais, c'est plus tard que ce week-end, au début de semaine, je regardais Real Madrid. Bon, alors on va faire rentrer Carvajal, on va faire rentrer Camavinga, on va faire rentrer un tel. Je fais bon, bah c'est bien. Regarde le Paris FC. Hein. Sur le match qui joue contre nous, le joueur, on avait parlé quand on s'était vu. Ah oui, forcément. Et 5 changements, je rajouterais que c'est 50% de l'équipe. J'enlève le gardien, je mets 10 joueurs de champ. Rarement, il y a un changement du gardien de but. Donc, c'est-à-dire que tu changes ton équipe à 50%. Bah, les équilibres, ils sont durs à trouver. Hein. Mais bien sûr. Tu perturbes... tes relations, ton système, quelque chose qui a bien marché, tu fous le Bronx. Ouais. Donc, effectivement, le coach... je pense que dans ce foot moderne, il a un vrai rôle et un impact dans ses choix. Et puis pour revenir sur ce que tu disais, Mathéo, sur les entrants, là, ça concerne plutôt le staff de Stéphane Le Mignan, qui est en préparation donc de ces joueurs-là, où il y a une vraie préparation physique qui est réalisée, mais mentale aussi. Mentale. Alors justement, il faut que tu sois prêt. Exactement. Le joueur, est-ce qu'il boude ? Est-ce qu'il boude avant ? Est-ce qu'il commence à bouder parce qu'il voit le temps passer ? Il se dit, ben voilà, j'ai 5 minutes, j'ai 10 minutes, ça va être difficile. C'est toutes pour moi des axes où il faut amener de la réflexion, où il faut peut-être amener des changements ou pas. Parce que moi, je ne suis pas avec le joueur, je ne suis pas joueur et je ne suis pas avec le staff. Donc, je n'entends pas les conseils qui sont prodigués, merci, oui, pardon. Ça arrive. Ouais, t'aimes bien, je sais que t'aimes bien. Je la garderai celle-là pour la fin d'année. Et donc, voilà, les mots, ils sont importants, la préparation mentale, la préparation physique. Donc peut-être... Et puis comme tu dis, c'est des jeunes joueurs qui rentrent. Le petit Gerty, etc. Bah, ils doivent apprendre que on va faire appel à toi, même 5 minutes, tu dois être efficace et tu dois être au niveau pour pouvoir gratter 10, 15 après. C'est pas un cadeau qu'on te fait. C'est ton métier et tu dois être prêt pour ça. Alors moi, tu dis tu dois, il faut. Moi, je te dis comment. Comment on fait ? Comment ? À partir du moment où tu es dans le groupe. Non, mais c'est pas une question que je te. Oui, non, je sais. Thèse, antithèse, synthèse. Tu vois, le joueur. Ok, alors moi, si je suis joueur, oui, je veux bien, mais comment je fais ? J'ai peut-être pas les armes, tu vois. Et je parlais de l'accompagnement. Ça dépend dans quel contexte en plus. Moi, l'accompagnement mental. Ça dépend dans quel contexte tu rentres dans le match. Parce que si tu rentres alors tu dois conserver un score ou alors tu dois chercher un score, c'est pas pareil parce que quand justement tu cherches une victoire, tu as le ballon, tu peux prouver tes talents offensifs et forcément tu peux peut-être aussi, j'en sais pas, ça peut arriver, marquer un but ou ce genre de situation. Alors moi je suis plutôt à l'ancienne. Ça dépend du contexte. C'est-à-dire que je suis d'accord, le coach, maintenant on est plus dans le coach mental, comment faire et tout. Alors qu'un bon pointu. Voilà. Non, mais c'est vrai que trop simple. Ouais, je partais du principe, c'est tu te fais 2-2 contre Monaco. Tu rentres à telle place. Tu as les consignes du coach. Je ne me pose pas de questions. Hein. Tu avais cette faculté-là ou peut-être. C'est ça. Non, mais parce que les choses ont évolué. Oui, certainement. Donc, certainement. Mais je dis pas qu'il faut absolument materner les joueurs. Mais là, vu que dans la situation où on est, on n'a pas le choix de tout mettre en œuvre pour que. Je peux pas concevoir, en fait, qu'à partir du moment où tu as le coach qui t'emmène son groupe et qu'à un moment donné, tu prépares ton groupe, tu prends les joueurs que tu penses qui te seront utiles, et qu'à partir du moment où tu prends la décision de faire entrer un joueur, je pense que tu ne le fais pas par hasard. C'est que... C'est sûr. Non, mais c'est peut-être bête, mais parce que des fois, mais oui, mais non, mais c'est vrai que tu te dis, je fais les consignes, tu as le scénario du match. Et puis toi, en tant que joueur, tu te dis, c'est simple. Il passe pas, je cours, je m'investis. Tu vois, ça doit être des choses de base, c'est animal, quoi. Après, quand tu dis, les pieds tremblent, c'est ça, par rapport à si on fait appel à moi, c'est par rapport à des choses comme ça que tu me parles plutôt, ou de consignes tactiques, techniques. Non, moi, c'est plutôt dans le sens où la gestion de la frustration, en fait. Les jeunes joueurs qui commencent à bougonner parce qu'ils ne jouent pas jeunes ou moins jeunes. Je pense que c'est au fil. Mais là, on parle de
parle de l'impact des joueurs qui vont rentrer. Mais justement, je pense qu'avant, dans la semaine ou même au cours de la saison, tu dois avoir parlé, tu dois avoir dit aux joueurs formel, informel, ce que tu attends de lui. Tu sais que ce match. Sauf que ces derniers petits moments-là, regarde, quand les joueurs, Franck, tu étais joueur de haut niveau, avant le match, quand tu te regroupes, que le leader. Il n'a pas besoin d'avoir le brassard. Il parle, il prend la parole, il dit quelques mots. Ça a un impact sur vous. Et ben, je pense qu'à ces moments-là, peut-être, je cherche des pistes. Attention, moi je dis pas il faut faire ça. C'est comme ça. Les faucons, moi je déteste ça. Non, bien sûr. Juste que du coup, ça m'amène une réflexion et je me dis peut-être qu'il y a des choses à corriger. Il y a toujours des trucs. Forcément, il y a toujours des choses à améliorer, à corriger. Effectivement. Après, comme je te dis, le problème dans cette équipe, c'est que tu n'as pas forcément. Déjà, tu as moins de cadres que l'année dernière. Et à un niveau plus élevé. Donc, pour appréhender des situations où tu vas être davantage en difficulté que l'année dernière. Donc, tu imagines d'où tu pars. Là, c'est là que justement les jeunes doivent apprendre très vite et se prendre en main un peu plus seul, parce que même si tu as des cadres, et ça m'est déjà arrivé en étant cadre dans mes dernières saisons, où en tant que cadre, on te dit il faut qu'il parle, il faut qu'il fasse ci. Toi, tu as tendance à aller parler aux jeunes, tu parles à l'autre, et tu en oublies, toi, ton propre rôle, ce pourquoi ta mission principale sur le terrain, et au final, tu te disperses. Tu te disperses et tu n'es même pas performant, et le jour à lequel tu as parlé, non plus, parce que tu ne mets pas dans les meilleures dispositions. Les staffs sont de plus en plus élargis. Donc à un moment donné, il y a des rôles justement prédéfinis. L'adjoint, il est peut-être plus enclin à l'écoute. Surtout quand l'adjoint en question, là, c'est Danielson qui travaille beaucoup justement avec ces jeunes joueurs dans l'effectif et qui est beaucoup à leur côté tout le long de l'entraînement. Ce serait des questions à leur poser directement. On lui enverra un message juste après. On verra s'il peut répondre. C'est vrai qu'on voit ce contexte un peu particulier pour les jeunes joueurs, pour l'équipe. On va regarder le calendrier de ce week-end parce que j'ai quand même une question toute simple. Une victoire, si possible, référence ce week-end, en fait, c'est aussi ce qui manque au FC Metz parce que ça pourrait changer aussi pas mal de choses dans l'entrée des joueurs, dans la manière de leur parler aussi. T'es peut-être pas rentré, mais t'as pu célébrer une victoire ou t'es rentré peu de temps, mais t'as participé à une victoire, donc ça a peut-être plus d'impact, non ? Une victoire tout court, pas référence. J'ai dit une victoire et si possible référence, tant qu'à faire. Mais là, il faut un 0 ça, mais tu peux avoir un 3-0 sans un clean sheet, tu prends quoi. Je pense que ce FC Metz, il manque justement un peu cette victoire qui permet de peut-être déclencher une série. Et je pense que justement dans cette Ligue 1 où c'est très resserré, la victoire à 3 points, tu peux vite monter. Je pense que vraiment cette victoire ferait forcément du bien au moral, mais ça pourrait sûrement déclencher un truc. Parce que là, en fait, le problème que tu as, c'est que tu es déjà largué au classement, pas beaucoup, de 3 points ou quoi, mais tu restes quand même aujourd'hui sur le statistique. Depuis ce lundi, il n'y a plus d'équipe invaincue. Là, tu es la seule équipe qui n'a pas gagné encore. Donc, je pense que ça doit te trotter un petit peu. D'autant quand tu reçois Le Havre là, ce week-end qui a gagné qu'un seul match sur. Bien sûr que tu as la victoire. Moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'il serait temps d'avoir aussi un match très solide. Un match complet solide. Tu prends pas de but. Voilà. Tu prends pas de but déjà. Et parce que ça fait toujours, encore plus à domicile, ça fait toujours chier de prendre des buts. Là, contre Strasbourg 85e, mais tu as pris beaucoup trop de buts. Donc, des bases solides. Prendre comme référence la première mi-temps d'Angers. Où tu as été peu mis en danger, c'est le cas de le dire, et puis tu faisais le jeu et tu paraissais dominer. Ne pas prendre la référence de la première mi-temps à Monaco. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas forcément, c'est un autre contexte. Monaco venait d'en prendre 4 à Bruges. C'était Mais tu vois, on aurait gagné contre Angers. Là, avec ce match contre Monaco, on n'aurait sûrement pas cette discussion là aujourd'hui, parce que le match gagné contre un concurrent direct à domicile de cette manière-là, ça aurait lancé. Même si prendre 5 buts après en avoir mis 2. Parce que regardez le classement. Oui, à la fin. Après, il faut regarder aussi dans le timing où tu mets le deuxième. Là, encore une fois, t'as jamais mis 2-0, tu mènes 2-0 contre Angers, pas sûr que tu prennes un but, tu mènes 2-0 contre Monaco, même avec toute l'envie du monde, et encore tu leur offres le but de l'égalisation en première période, ce qui est quand même pas mal cadeau. Je suis pas sûr que c'est ce qu'il y a. En fait, t'arrives pas à les enterrer, les équipes, malheureusement, dans tes matchs. Ouais. Et c'est aussi une de tes erreurs. Après, regardez les adversaires. Lyon, premier. Monaco, premier, 112 points. Et mais tu joues en Ligue 1. Ouais, mais regarde quand ils gagnent le Havre. Le Havre va gagner contre Nice, par exemple, que t'es pas censé gagner à l'origine le match. Et les gars, c'est les 5 premiers. Sur les 5 matchs, on a joué
3 équipes qui sont premiers ex aequo avec le PSG. Regarde Monaco comment oui, alors on est d'accord aussi. Mais malheureusement, ces équipes-là, tu vas les jouer toute la saison. Là, dans 2 semaines, t'as Marseille qui arrive. Tu peux pas commencer le match en disant. Enfin, même là, il faut que tu ailles chercher des points. Première toutes les semaines. Vraiment, c'est de la partie. Tu joues en Ligue 1. Mais je ne parle pas de la Ligue 1, moi je parle du premier de la Ligue 1. Ouais, et de la forme de ces équipes. Ouais, mais là, Monaco, il n'avait pas du tout la stature d'un premier de Ligue 1 à ce moment-là. Là, Monaco finit presque que Paris perd et que Metz sombre. Mais à ce moment-là, Monaco, il parle que dans l'analyse qu'on en fait, il faut tenir compte que sur ces 5 matchs, on a joué des équipes de haut de tableau. Et là, je partage ce que disait Mathéo. Le match d'Angers, pour moi, c'est celui-là qui fait tâche. Là, en plus, avec le scénario où tu as le deuxième but dans les pieds d'Habib, ben, finalement, tu repars avec un penalty contre toi et l'égalisation. Presque une défaite en plus. Hein. À la fin, loin de la défaite. On n'était pas loin. Et au-delà de ça, match costaud, si je reviens sur ce que tu disais, Franck, je pense qu'on l'a eu d'un point de vue défensif contre Strasbourg, mais ça va un petit peu à l'encontre de la philosophie et puis cette défense à 5 notamment. Et puis tu prends le but dans les 10 dernières minutes. 10, ouais. Il y a des buts aussi qu'on prend à des moments charnières du match. Paris FC, l'égalisation, c'est juste avant la mi-temps. Tout à fait. Monaco c'est moins de 10 minutes après, je crois. Monaco, c'est 46e, je crois. 46e au retour des vestiaires, par exemple. Et ça aussi, il y a des moments clés dans un match. Il y a des moments justement où peut-être que le niveau de vigilance. Peut-être là aussi, ils doivent peut-être on disait, voilà, on revient sur le débat de début, être méchant, peut-être dans les duels, peut-être 2-3 fautes méchantes, justement. Un peu de caractère, quoi qu'il arrive, messieurs, on l'a dit, ce week-end, c'est victoire obligatoire, tant pour la tête que pour l'aspect comptable. Je suis déjà au malheur de vous dire que c'est la fin de cette émission. On arrive déjà au bout, alors qu'il y a encore pas mal de choses à dire. On va évidemment avoir toute la saison pour revenir là-dessus. On espère dès lundi revenir sur une victoire du FC Metz. Le match aura lieu ce dimanche, pour rappel, à 17h15 au stade Saint-Symphorien. Petite anecdote, si vous prenez votre place pour le match, vous aurez l'occasion d'aller voir également les féminines qui jouent ce dimanche à Deux-Avel. Ça fait partie du marketing, mais ça peut avoir sa place ici. Elles auront aussi besoin d'avoir votre soutien. Merci messieurs de m'avoir accompagné. On va évidemment débriefer tout ça dès lundi. À très vite sur Moselle TV.